Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire consacré à Ready, une application web qui permet de définir les budgets de référence. Je suis Pauline Vachaudet, chargée de communication au sein du SPB Intégration Sociale et je me chargerai de la modération de notre webinaire. Alors tout d'abord, merci à vous d'être nombreux à participer aujourd'hui. Nous sommes déjà près de 350 et c'est pourquoi vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole vous-même pendant le webinaire. Par contre, vous pouvez nous poser toutes vos questions via le module Q&R qui se trouve dans le bas de votre écran. Et donc, nous vous demandons d'utiliser uniquement ce module de questions-réponses pour nous adresser toutes vos questions. Alors, pour rappel, la session de ce matin est en français. Il n'y a donc pas de traduction disponible. Une autre session en néerlandais est organisée cet après-midi et il vous est toujours possible de vous inscrire et d'y participer. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en rediffusion dès demain. Tous les documents présentés aujourd'hui seront également disponibles sur notre site web et pour ceux d'entre vous qui sont déjà abonnés à notre newsletter Echo, vous recevrez toutes les informations par mail à la fin de cette semaine. Alors, passons à notre ordre du jour. Nous aurons tout d'abord un mot d'introduction par Alexandre Le Sif, président du SPP Intégration Sociale. Ensuite, nous écouterons Karine Lallieu, ministre de l'Intégration sociale et de la lutte contre la pauvreté. Nous passerons à la première présentation avec des explications concernant l'outil Ready et son fonctionnement. Vous aurez ensuite l'occasion de poser vos questions. Et ensuite, notre service juridique vous présentera le projet d'arrêté royal concernant le Ready. Nous passerons ensuite à un deuxième moment de questions-réponses. Alexandre, la parole est à vous. Merci Pauline et bonjour d'abord à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance d'information consacrée au budget de référence. Alors c'est un projet qui concrétise un point important de la note de politique générale de notre ministre et de l'accord de gouvernement et qui prévoit de soutenir les CPS dans l'octroi d'aides sociales supplémentaires en se basant sur une méthodologie commune d'analyse des besoins, ce qu'on appelle le budget de référence et qui a été développé déjà il y a plusieurs années par le CBUT. Ces aides sociales complémentaires doivent pouvoir compléter le revenu de base des personnes aidées pour leur permettre de participer pleinement à la vie sociale. Il y a un budget spécifique qui sera prévu en 2023 et également en 2024 pour financer ces aides sociales et prendre en charge le coût des licences. Il s'agit aussi d'une mesure qui se veut expérimentale et qui donc sera évaluée afin de rendre compte des résultats de ce projet auprès de notre ministre et du gouvernement. Chaque CPS va avoir la possibilité d'adhérer au projet ou pas et aura 2 mois pour se prononcer. Il nous paraissait donc essentiel qu'on puisse vous fournir d'ores et déjà aujourd'hui une information la plus complète possible, de manière à ce que vous puissiez vous positionner en connaissance de cause. Alors après mon introduction, la ministre de l'Intégration sociale, Karine Lallieu, va vous présenter les objectifs de ces de nouvelles politiques. Et puis, ce sera Laurent Nissens de l'Université de Liège qui va présenter l'application Rémi. Et enfin, Valérie Proumen, la chef de notre service juridique que vous connaissez certainement, qui va vous présenter l'arrêté de subvention relative aux aides sociales complémentaires. Mais bien sûr, ce webinaire c'est avant tout un moment privilégié pour vous familiariser avec ce projet et pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez. Et donc, il y aura un temps évidemment réservé aux questions-réponses. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long. Je vous souhaite une excellente session d'information et je donne sans plus tarder la parole à Karine Lallieu, la ministre de l'Intégration sociale. Bonjour à toutes et à tous. Merci Alexandre. Merci aussi à vous toutes et à vous toutes d'être présents aujourd'hui pour cette présentation de l'outil de référence qui est nommé Ready. Alors, comme vous le savez, l'augmentation du pouvoir d'achat est un levier essentiel pour la lutte contre la pauvreté, notamment pour que nos familles, nos citoyens puissent faire face aux besoins essentiels. C'est un enjeu auquel nous sommes et vous êtes confrontés en permanence. Et c'est un enjeu que je souhaite, comme ministre en charge de l'intégration sociale, mais surtout aussi en charge de la lutte contre la pauvreté, envisager dans toutes ses dimensions
en tenant compte de toutes les réponses possibles. C'est pourquoi, à mon initiative, le gouvernement a décidé de mettre un outil gratuitement à disposition des CPS, et cet outil sera accompagné d'un soutien financier aux CPS leur permettant d'octroyer des aides sociales complémentaires. Ce sera quelques 70 millions d'euros qui seront répartis sur 2 ans et qui sera destiné d'une part aux CPS pour vous équiper et d'autre part aux bénéficiaires à travers des aides complémentaires. Concrètement, l'outil vous permettra de compléter votre analyse sur les besoins de la personne afin de lui permettre de mener une vie digne. Toutes les explications sur les modalités d'utilisation de cet outil vous seront exposées, comme l'a dit d'ailleurs Alexandre, par les autres intervenants que je remercie aussi maintenant. Un appel à intérêt auprès des CPS est donc lancé et chaque CPS aura jusqu'au 31 mars pour se manifester. C'est important parce qu'après cette date, vous n'aurez plus la possibilité de participer et de bénéficier des moyens financiers qui ont été dégagés, donc les 70 millions d'euros pour 2023 et 2024 dont je vous parlais. Alors, si vous ne donnez pas cet intérêt d'ici le 31 mars, vous ne pourrez pas participer ni cette année, ni l'année prochaine. Cette nouvelle politique est effectivement menée sur base volontaire. C'est à vous qu'il revient de décider d'y prendre part ou non, et donc chaque CPS devra indiquer s'il souhaite s'inscrire ou non dans ce dispositif. Et évidemment, seuls les CPS qui auront fait part de leur intérêt, comme je viens de le dire, pourront bénéficier du subside. Si certains, et ça je le sais, sont enthousiastes vis-à-vis de cet outil et des possibilités qu'il ouvre, j'ai aussi entendu certaines réticentes. J'ai été présidente d'un CPS, je connais et je comprends ces réticences. Mais si je n'étais pas aujourd'hui convaincue de l'utilité de cette nouvelle politique et surtout, je peux aujourd'hui vous assurer que toutes les garanties sont réunies pour vous permettre d'adopter cet outil en toute confiance, pour le tester, mais surtout, comme l'a dit Alexandre, l'évaluer. Et une des garanties essentielles, c'est que rien ne vous oblige à appliquer le résultat de l'utilisation de l'outil. Donc, l'autonomie légale d'une part et l'analyse des assistants sociaux d'autre part continue et continuera à primer. Je suis donc ici pour vous encourager à participer à cette nouvelle initiative. Il s'agit d'une part d'un instrument facile à manier qui permet d'établir les besoins d'un ménage sur base des recettes et des dépenses réelles et surtout en fonction des paramètres locaux, comme les loyers, la disponibilité des transports en commun, leurs coûts, etc. Je vous y encourage aussi parce que je pense que cette initiative présente un intérêt pour les usagers. Elle peut leur garantir de façon simple l'accès aux aides dont ils auraient besoin de manière objective et personnalisée. Je le répète, l'utilisation de cet outil n'est absolument pas contraignante. Les CPS, via son assistant social, restent donc libres d'octroyer le montant qu'ils estiment pertinent et nécessaire aux bénéficiaires. L'outil est donc une aide à la décision, une grille de lecture, une indication. Il n'est pas normatif. Si vous marquez votre intérêt pour ce nouveau dispositif, des sessions de formation vous seront proposées et je suis convaincue qu'une utilisation raisonnée et intelligente de l'outil mènera à une diminution de la charge de travail pour l'assistant social et ce, sans toucher à l'autonomie locale. Les justifications de l'utilisation seront également réduites au maximum. C'est ce que le SPF Intégration Sociale m'a promis. Donc, renseignez-vous et ne ratez pas cette occasion qui doit vous permettre de mieux aider, de mieux accompagner les plus démunis et de bénéficier de moyens complémentaires. Je vous souhaite une excellente session d'information. Merci Madame la Ministre. Et nous allons donc maintenant passer à la première présentation. Donc Laurent Nissen va nous présenter l'outil Ready. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis Laurent Nissen et je coordonne la plateforme Esprit à l'Université de Liège. Enfin, je coordonne le pôle études et évaluation de la plateforme Esprit à l'Université de Liège. C'est une plateforme multidisciplinaire donc, qui réunit des chercheurs de différents secteurs, de psychologie, sociologie,
et secteur médical également. Donc, je suis ici présent avec mes collègues de l'équipe CEBUD et aussi ma collègue directe Stéphanie Linchet qui travaille ici dans l'équipe. Et c'est donc moi qui vais vous présenter les budgets de référence et l'application Ready. Et donc, je vais commencer par partager mon écran. Voilà, je pense que je n'ai pas... C'est parfait. C'est parfait? C'est Oui. le bon écran, ok, C'est impeccable. Alors, j'essaie par contre de faire... Voilà, donc, au cours des 20 minutes qui viennent, j'aimerais vous présenter d'une part le contexte théorique des budgets de référence, ensuite l'outil Ready, qui est une application qui, sur base des budgets de référence, peut aider, comme vous l'avez entendu, les CPS à déterminer les besoins spécifiques des personnes qui s'adressent à eux. Après une démonstration du logiciel, j'en dirai également plus sur la manière dont Ready peut être utilisé dans le cadre de l'aide sociale, et enfin sur les outils que nous proposons pour une mise en œuvre facilitée et une utilisation correcte de cet outil. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un budget de référence? Comme vous le savez, le mandat du CPS est de créer les conditions pour permettre à chacun une vie dans la dignité humaine, et ceci implique notamment les conditions financières qui permettent cette vie en dignité. Les budgets de référence donnent une réponse à la question de savoir exactement quel revenu est nécessaire pour la participation sociale dans notre société et donc quelle aide, notamment financière, est nécessaire. Les besoins financiers d'un ménage dépendent notamment des caractéristiques individuelles de ses membres. Par exemple, une famille dont l'un des membres a une maladie chronique aura probablement davantage de besoins, ce qui exigera un revenu minimum plus élevé. Mais le contexte social dans lequel vit cette famille a également une répercussion sur le budget de référence. Si le coût de l'enseignement, par exemple, augmente considérablement, une famille aura besoin d'un revenu minimum plus élevé, et c'est le cas, par exemple, aussi si les loyers sont plus importants dans une région spécifique. Afin de pouvoir calculer une limite inférieure pour les différents types de familles, les budgets de référence sont établis pour un certain nombre de familles types vivant dans des circonstances bien définies. Nous partons ainsi du présupposé que tous les membres de la famille sont en bonne santé, qu'ils n'ont pas besoin de posséder une voiture, qu'ils sont suffisamment mobiles, qu'ils vivent dans un logement de qualité et qu'ils ont les compétences de base pour gérer le budget familial avec parcimonie. Ce sont évidemment des présupposés hypothétiques ne reflétant pas à ce stade les situations réelles des familles, mais cela permet de définir un seuil financier en dessous duquel une pleine participation sociale est impossible. Les budgets de référence sont calculés de façon distincte pour la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, mais leur niveau ne diffère néanmoins que très peu, et principalement en raison des différences de coûts de logement. Les budgets de référence sont basés sur la théorie des besoins humains de Doyle et Gow, qui indique que pour participer pleinement à la société, il existe deux besoins universels qui doivent être satisfaits, la santé d'une part et l'autonomie d'autre part. Ces deux besoins sont ensuite concrétisés en 11 besoins intermédiaires. Ceux-ci sont, en partant de l'icône rose en haut à gauche de l'écran, puis dans le sens horlogique, le logement, l'alimentation, les soins de santé, les soins d'hygiène personnelle, l'habillement, le repos, les loisirs, le droit de grandir en toute sécurité, les relations sociales, la mobilité et enfin la sécurité. La traduction concrète de ces besoins en panier de biens et services tarifés est basée sur une approche multiméthode qui s'appuie sur, d'une part, des recommandations et des directives, comme les directives diététiques, les directives sur la qualité de vie, etc., les connaissances scientifiques et expertes, évidemment, des données d'enquête sur les habitudes culturelles, et enfin des groupes de discussion composés de citoyens issus de divers milieux socio-économiques et qui ont pour but d'évaluer l'acceptabilité et la faisabilité de ces paniers. Les biens et les services sont ensuite tarifés à des prix bas et acceptables dans des magasins accessibles sur l'ensemble du territoire. Un ajustement des prix a lieu au moins chaque année et un ajustement du bien-être a lieu tous les 5 ans, un ajustement du bien-être a lieu tous les 5 ans, lors duquel nous examinons de manière critique la composition des paniers pour l'adapter aux évolutions de la société.
En résumé, voici un aperçu des budgets de référence appliqués comme budget de référence théorique pour des ménages types, à gauche, et appliqués dans Ready en tenant compte des situations réelles, à droite, donc c'est bien l'intérêt de Ready de pouvoir spécifier et singulariser les budgets de référence. Donc pour des ménages hypothétiques, pour lesquels nous faisons donc un certain nombre d'hypothèses, comme je vous rappelle, la bonne santé, l'absence de besoin de posséder une voiture, un logement de qualité et quelques compétences de base. Si nous voulons estimer les besoins financiers de façon plus équitable, il est donc nécessaire d'adapter ce budget à la situation réelle du ménage. Ready travaille donc avec les coûts réels du logement, notamment le prêt hypothécaire ou loyer. Des dépenses supplémentaires qui peuvent également être saisies pour les familles ayant des besoins additionnels, comme par exemple des dépenses de santé pour les membres malades de la famille, des frais supplémentaires de garde d'enfants, le coût d'une voiture, etc. Enfin, d'autres dépenses des budgets de référence sont également personnalisables. C'est notamment le cas du budget pour les électricités, le gaz ou le mazout. Nous allons à présent découvrir ce qu'est Ready et plus spécifiquement, comment intégrer les budgets de référence dans un logiciel développé spécialement pour les CPS, de façon à personnaliser les budgets à la situation réelle des ménages. Le point de départ est donc le budget de référence pour un revenu décent permettant une vie digne. Comme vous le savez, les CPS doivent examiner les demandes de toutes les personnes qui viennent chercher de l'aide pour savoir dans quelle mesure, ça, il y a eu un basculement, pour savoir dans quelle mesure elles sont dans le besoin et comment ils peuvent les aider. Cela nécessite un instrument de mesure uniforme, tout comme un thermomètre et un tensiomètre aident un médecin à établir un diagnostic. Un tel outil n'existait pas et Ready a donc développé, le CBUT a donc développé Ready pour combler ce besoin à destination des CPAS. À l'heure actuelle, ce sont 45 CPAS qui utilisent activement le Ready en Flandre pour leur aide. L'application web vous permet ainsi d'enregistrer les revenus et les dépenses nécessaires d'un bénéficiaire, ainsi que sa situation familiale de manière structurée et systématique. Concrètement, un diagnostic, oui, je ne sais pas pourquoi il y a à nouveau un basculement, un diagnostic différent est posé, par exemple, pour deux familles semblables mais différentes. Je vous ai parlé des 11 paniers. Ready regroupe les coûts des paniers de contenu en catégories de dépenses réelles, à savoir d'abord les frais fixes, ensuite les frais de subsistance, et enfin l'épargne dont dispose le client sur la base des budgets de référence. En termes d'épargne, il s'agit des économies à mettre de côté pour remplacer les choses qui tombent en panne notamment. Ready prend en compte des critères uniformes pour évaluer les situations de vie selon la dignité humaine. Je vais à présent laisser une collègue vous présenter une démonstration vidéo de l'outil Ready que vous pourrez revoir plus tard. Dans cette vidéo introductive, on ne va pas vous montrer tous les champs et scénarios possibles de Ready. Pour aller dans ces détails, des sessions de formation seront organisées que j'évoquerai plus tard dans cette présentation. Le premier écran se présente comme un écran sécurisé de connexion, comme pour toute application utilisant des données sensibles, et ensuite vous accédez à la page d'accueil. Oui, nous n'avons pas vraiment bien le son de la vidéo. Ah. Je vais tenter de relancer le son pour un meilleur fonctionnement. Si pas, vous pouvez essayer de départager, de resélectionner l'option son et de nous le partager à nouveau. Oui, voilà. Je pense qu'il faut que je remette le haut-parleur interne. Oui, donc quand vous partagez votre écran, vous avez donc l'option en bas à gauche qui vous permet de partager du son. Je relance au début. Dites-moi si ça ne fonctionne pas. Oui, on entend, mais peut-être pas de manière très claire. Mais de toute façon, tous les participants, on peut leur envoyer par la suite la vidéo, qu'ils puissent la regarder. Après vous être connecté, vous accéderez à l'écran de l'image.
Un petit instant. Pauline, je ne vous entends pas parce que j'ai basculé sur l'autre. Oui, donc on n'entend pas très bien, Par le malheureusement, chat. le son est assez loin. Donc, soit on peut l'envoyer, on pourra envoyer la vidéo donc à tous les participants. Un petit moment, ma collègue va enclencher son son. C'est bon. Pauline, est-ce que le son était bon, le son de la présentation? Je l'ai interrompu. Non, moi je n'entendais pas très bien, malheureusement. Ah. Oui, et maintenant on vous entend en écho. Est-ce que Stéphanie, tu l'as toi le PowerPoint? On va relancer d'un autre ordinateur. C'est Stéphanie qui va se connecter. Je mets directement la démo ou je mets le PowerPoint? Il faut que je départage l'écran. Mais Voilà, donc si quelqu'un d'autre essaye de partager, donc vous cliquez sur Share Screen dans le bas de votre écran, et là vous avez l'option Partage du son qui est en bas à gauche. Et donc on peut refaire un test, et si pas, nous enverrons donc aux participants la vidéo après cette session. on est en train de tenter de trouver une solution au problème technique. Donc, je vais stopper mon son et Stéphanie va démarrer le partage de son côté, de son écran. Vous y arrivez? Vous avez peut-être besoin d'aide? Dites-moi si vous avez en tout cas besoin d'aide. Écoute, de notre côté, la vidéo ne se lance pas. Alors, je ne sais pas si dans l'équipe CBUD, quelqu'un d'autre peut l'initier éventuellement. Ou si je poursuis, on interrompt et on repasse la vidéo par la suite. Oui, vous pouvez continuer, et si après on arrive à la partager, on la montrera par après. Mais dans tous les cas, la vidéo sera bien envoyée, qu'on arrive à la montrer ou non, vous la recevrez tous après ce webinaire. Ok, je pense que je ne suis pas sur le bon écran de présentation. Non, ça chargeait, Oui. mais on est sur votre écran PowerPoint, pas sur le plein écran. Oui. J'essaie de retrouver le... Désolé pour ces petits problèmes techniques. J'essaie de... Oui, je vais... Voilà, mais là, je n'arrive plus à... Voilà, j'en profite pour vous rappeler à tous, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions. Certains d'entre vous sont déjà en train de le faire. Donc, vous avez le module Q&R qui est dans le bas de l'écran, et c'est là que nous traiterons toutes les questions envoyées après cette présentation. Oui, le souci, c'est que le menu pour
rebasculer sur les deux types d'écran disparaît quand je partage. Oui, si vous cliquez sur F5, normalement, ça lance votre présentation en plein écran. Voilà, je vois aussi que certaines personnes lèvent la main pour prendre la parole. Donc, comme nous sommes dans un webinaire avec 430 participants, vous n'avez pas la possibilité de prendre la parole vous-même. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer avec le module questions-réponses. Là, est-ce que je partage mon écran? Non, Oui, hein, voilà, vous partagez votre écran et d'accord. maintenant il est en plein écran. On est sur la vidéo que vous essayez de présenter tout à l'heure. OK. Je vais passer. Donc comme ça, je pense. Voilà. Bon, on essaiera d'y revenir si on a un peu de temps après. Sinon, donc, elle sera disponible, on la rendra disponible d'une façon ou d'une autre. Donc, à présent, j'aimerais vous parler de l'utilisation de Ready dans le conseil et l'aide sociale. Avec Ready, vous obtenez un aperçu uniformisé des revenus et des dépenses nécessaires. En effet, il a été constaté qu'il existe de grandes différences entre CPAS et même en leur sein en ce qui concerne le revenu et les dépenses nécessaires qui sont prises en compte pour déterminer l'état de besoin. En utilisant l'outil Ready, les travailleurs sociaux de tous les CPAS travaillent avec le même outil de diagnostic. Ils peuvent s'en servir pour déterminer, pour chaque situation de vie, le soutien le mieux adapté. Ready calcule les budgets de référence adaptés à la situation de chaque bénéficiaire et indique ainsi le niveau de revenu minimum requis pour vivre dans la dignité. Les budgets de référence sont comparés aux revenus disponibles réels du demandeur. Ready fournit donc un diagnostic précis du niveau de besoin de la situation de vie d'un demandeur. En un coup d'œil, l'assistant ou l'assistante sociale peut voir quels efforts peuvent être faits par le bénéficiaire d'une part et par le CPAS d'autre part pour garantir un revenu décent. Un déficit peut être réduit en réduisant les dépenses là où c'est possible ou en améliorant le revenu, par exemple par un emploi rémunérateur, l'épuisement des droits sociaux ou en fournissant une aide financière supplémentaire. L'importance de cette aide financière supplémentaire dépend pour sa part de la situation de chaque client, mais aussi du contexte local. Pour résumer, Ready est un outil de diagnostic et le résultat qu'il donne est le point de départ d'une assistance et d'un soutien plus équitable. Le résultat peut étayer de façon objectivée la décision du comité spécial du service social. En outre, les décideurs politiques peuvent mieux connaître les goulets d'étranglement de leur commune ou de leur ville et y répondre, par exemple, fournir davantage de logements sociaux, un système de covoiturage ou, comme mentionné, des services de garde d'enfants abordables. En pratique, outre la version autonome que vous venez de voir dans la démo, enfin que vous n'avez pas pu voir dans la démo malheureusement, il existe en Flandre aussi une version intégrée dans Séville et Sipal. Dans le futur, une version intégrée sera également développée pour les utilisateurs de Wallonie et de Bruxelles. En ce qui concerne la sécurité des données, il est important de mentionner que comme Ready contient des informations personnelles des bénéficiaires du CPAS, la sécurité doit en être garantie. Par conséquent, Ready fournit une authentification à 2 facteurs lors de la connexion et les utilisateurs se connectent soit avec leur e-ID, soit avec It's Me. Lorsqu'un utilisateur est créé dans la plateforme BOSA, on spécifie quel sera son rôle dans Ready. Notamment, les travailleurs sociaux créent des dossiers de base, peuvent les modifier et calculer des budgets mensuels. Les chefs de service peuvent en plus supprimer un dossier ou le transférer à un autre CPAS avec l'accord de ce dernier lors du transfert d'un bénéficiaire donné. Les CPAS n'ont toutefois accès qu'aux dossiers de leur propre administration. Le SPP Intégration sociale fournit un document d'inscription en ligne pour la participation à ce projet. Et après l'inscription, vous recevez de notre part un contrat cadre et un document d'accès. Cela comprend un accord de coopération et un accord de traitement. Après la signature, nous activerons un compte pour votre conseil afin que vous puissiez accéder à l'outil à partir du 1er mai en principe. Par ailleurs, nous fournissons des formations, des manuels d'utilisation et des outils pédagogiques pour aider à la mise en œuvre. Et enfin, un service d'assistance en ligne bilingue est également disponible. Quels sont les outils que nous développons pour la mise en œuvre de Ready?
Nous sommes tout d'abord en train de finaliser un site web où vous pourrez consulter toutes les informations de base sur les budgets de référence, les paniers de prix et l'utilisation de Ready, avec comme portail pour les différentes versions linguistiques et régionales www.remiready.be. Remi, c'est le nom en néerlandais, Ready donc en français. Et ce portail vous donnera accès à 4 sites web différents, un par région et à la fois par communauté linguistique pour Bruxelles. Outre le contexte scientifique et le contenu des budgets de référence, vous trouverez sur le site toutes les informations sur la manière dont un CPAS peut adapter ses services aux besoins réels des clients, des bénéficiaires en utilisant les budgets de référence et Ready. Dans la section « Accueil », vous trouverez toutes les informations et la documentation nécessaire à sa mise en œuvre. Cela va du calendrier de formation aux documents explicatifs et par exemple aux vidéos qui expliquent étape par étape comment remplir l'outil Ready. Ce site est en ligne et continuera d'être complété par des informations actualisées. Voici donc un aperçu des ressources pédagogiques offertes, comme vous pouvez les voir à l'écran, les découvrir à l'écran. Pour terminer, je vais vous parler de l'équipe en charge. Outre le CBUD de Thomas More, une collaboration est donc en cours, d'une part avec nous-mêmes à l'Université de Liège et d'autre part avec la Haute École Odyssée pour la région bruxelloise. Pour l'élaboration du contenu, nous avons fait et nous ferons encore appel à des experts de vécu et des personnes en situation de pauvreté, en plus des directives et de la législation existante. Et donc, il faut savoir qu'une mise à jour complète des paniers en fonction des besoins, de l'évolution des besoins, aura lieu cette année. CBUD est une équipe multidisciplinaire de 10 personnes, composée de 7 chercheurs, dont 2 coordinatrices, mais aussi 2 informaticiens et d'une assistante administrative que vous pouvez découvrir donc, ici dans le bas de l'écran. Vous découvrez également ma collègue à mes côtés, un peu plus haut sur l'écran. Et je voudrais terminer en vous indiquant que pour toute question, vous pouvez nous contacter à l'adresse électronique support@remiready.freshdesk.com. Je vous remercie de votre attention et je vais quand même m'enquérir de si éventuellement un collègue ou une collègue peut partager la vidéo et si nous avons encore le temps pour le faire. Pauline? Oui, on a encore un petit peu de temps pour essayer. Si vous voulez faire un essai. Je vais le faire. Ça fonctionnait, ça pouvait fonctionner chez toi? Dama, elle se lance, maintenant. Oui. On va passer chez ma collègue Stéphanie et voir si ça fonctionne pour elle. Pas de souci. Donc, vous cliquez sur Share Screen qui est en vert dans le bas de votre écran et vous n'oubliez pas d'ajouter l'option Partager le son qui est donc en bas à gauche, donc qui va s'ouvrir quand vous allez vouloir partager l'écran. Et normalement, on devrait avoir accès au son de la vidéo. Voilà, en tout cas, la vidéo, on la voit. Alors, je vois qu'elle avance, je n'ai pas de son pour le moment. Je pense qu'il avait du son tout de suite dans la vidéo. Oui, malheureusement, nous n'avons pas de son. Mais pas de souci, c'est une vidéo voilà, qui est intéressante, mais qui est quand même assez longue, donc on vous l'aura envoyée dans tous les cas. Donc, vous la recevrez tous par la suite. Pas de souci. Voilà, désolé, malgré les tests préparatoires où tout semblait bien fonctionner, il faut évidemment qu'il y ait à nouveau un petit problème technique. Voilà, donc on va passer aux questions. Donc, on a déjà reçu quelques questions. Je vais commencer par quelques questions techniques. On nous pose des questions par rapport à tout ce qui est compatibilité du programme. Est-ce que le système est compatible avec les différents programmes que peuvent utiliser les assistants sociaux? On nous donne par exemple l'exemple de Sociabili. Voilà. Est-ce qu'il y a des compatibilités en tout cas? Alors là, c'est une question un petit peu technique par rapport à moi nous qui sommes chargés de la présentation du programme des développements. Donc, ça concerne plutôt les informaticiens de l'équipe CBUD. Donc, on peut relayer éventuellement la question. Je pense que jusque-là, il n'y a pas eu d'incompatibilité, mais c'est un programme distinct et qui se fait à l'heure actuelle en ligne. Donc, c'est sur une plateforme web et non
voilà, mais il est indiqué, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, que le programme pourrait de toute façon être intégré également dans des outils existants. C'est déjà le cas en Flandre. Oui, alors Je c'était pense une que autre. c'est ça la question, hein. La question, c'est est-ce que on peut l'intégrer dans des logiciels sociaux? La réponse est c'est possible, techniquement en tout cas, puisque c'est déjà le cas avec certains logiciels. Mais ça nécessiterait évidemment un petit développement. Alors ensuite, on a toute une série de questions par rapport à ce qui est la connexion et l'accès au programme. Donc, vous avez montré un écran où on se connectait via It's Me. Beaucoup demandent s'il y a d'autres options de connexion, soit via la BCSS, via un autre moyen. Et on nous cite le cas de travailleurs sociaux qui n'ont pas It's Me parce qu'ils résident à l'étranger, par exemple. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres moyens de se connecter? Oui, hein, comme je l'ai indiqué, il y avait aussi par EID. Alors, les détails techniques, même chose. Nous on l'a testé évidemment sur une phase test. Je ne sais pas si Martine, j'ai vu qu'elle voulait ouvrir son micro tout à l'heure, a plus de détails à ce sujet. Mais c'est prévu en tout cas. Il n'y a pas que It's Me comme possibilité d'entrer dans le programme. Merci. Alors, au niveau vous avez déjà évoqué ce point, mais une petite question au niveau de la sécurité de l'information. On nous demande quand même quel type de données personnelles sont encodées, et qu'est-ce qu'il y a comme garantie vraiment en termes de sécurité sur la plateforme? Donc, type de données personnelles pour les bénéficiaires, donc on enregistre évidemment leur nom et leur prénom de façon à pouvoir suivre les dossiers, hein, ça c'est évidemment une nécessité. Toute la sécurité a été prise par les informaticiens de l'équipe CEBUD. Et en termes de données, s'agissant d'un outil qui permet d'adapter à leur réalité personnelle, forcément que toute une série de données financières, voire de situations familiales, sont encodées aussi. Évidemment, la vidéo aurait pu un petit peu plus le détailler, mais donc le prénom des enfants, s'ils sont en âge scolaire, hein, parce que ça a un impact évidemment sur les besoins, s'ils sont à l'école maternelle, à l'école primaire, etc. Les besoins en garde d'enfants également. Et donc toute une série d'infos comme le coût du logement, le coût de l'énergie, le coût de l'eau, des coûts annexes comme le coût d'amortissement d'une voiture, le coût de l'essence, hein, dans le cas où on est dans une région rurale et qu'il est impossible de faire sans voiture. Donc tous ces coûts-là sont évidemment des données personnelles qui peuvent être sensibles et qui sont entrées dans le programme de façon à offrir le meilleur aperçu de la situation réelle des personnes et à pouvoir adapter le budget à leur situation réelle. Mais ça implique évidemment d'encoder effectivement des données personnelles. Jusqu'ici, le programme a quand même été développé il y a déjà quelques années et il est appliqué en Flandre, donc dans 45 CPS, comme je l'ai indiqué. Il n'y a pas eu de problème jusqu'ici et donc les informaticiens, de toute façon, sont forcément très à cheval sur ce type de données, vu les risques et puis l'obligation de respecter absolument tout en termes de sécurité de données, de RGPD, etc. Même chose pour le partage des données. Donc, vous voyez que c'est sécurisé. Tous les CPS n'ont pas accès à tous les cas à tous les bénéficiaires d'autres CPS. Le transfert de personnes se fait à des conditions strictes et en cas de déménagement et avec certaines autorisations spécifiques que tout le monde n'a pas. Les assistants sociaux n'ont pas, par exemple, cette possibilité-là. Très bien. Alors encore une petite précision par rapport à tout ce qui est carte d'identité. On demande si c'est uniquement les assistants sociaux qui doivent se connecter ou si on doit également introduire la carte d'identité des bénéficiaires. Non, les assistants sociaux. Très bien. Alors, il y a des petites questions par rapport au fonctionnement. Donc, on a beaucoup parlé de Wallonie, Flandre, Bruxelles, mais est-ce que la région germanophone est également concernée par l'outil? L'outil n'est qu'en français et en néerlandais. Là, je renvoie, soit on peut répondre plus tard à cette question pour... Oui, Martine veut prendre la Oui. parole. On a aussi prévu une traduction pour les écrans et l'outil Allemand. en allemand, oui. C'est bien prévu, oui. Très bien, merci. Alors, on demande également donc si en dehors des CPS, l'outil est mis à disposition, par exemple, de procédures de règlement collectif de dette qui sont parfois organisées en CPS ou parfois en ASBL ou parfois même via des avocats. Donc, est-ce que c'est purement limité au CPS ou est-ce que l'outil peut être un peu élargi à d'autres groupes?
Alors, moi, je peux vous dire que nous l'avions testé en collaboration avec le CEBUT pour le règlement collectif de dette il y a une dizaine d'années, mais depuis lors, mais à l'intérieur des CPS exclusivement. Là, je préfère aussi renvoyer vers le CEBUT, vers Martine. Je pense que ce n'est à l'usage exclusif que des CPS à l'heure actuelle, mais je ne voudrais pas induire en erreur. Martine? Oui, oui, c'est exact, oui. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, vous avez parlé donc de 45 CPS qui ont déjà utilisé l'outil. Alors, on nous demande un peu, voilà, est-ce que c'est tant adapté aux petits CPS qu'aux grands? Et est-ce que vous avez déjà des premiers résultats à nous donner pour ceux qui ont testé l'outil avec des exemples d'avantages, par exemple? C'est adapté à tous les CPAS et comme je l'indiquais dans la présentation, en fait, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, c'est un outil qui permet d'apporter davantage d'équité entre les bénéficiaires de façon à, donc en se basant sur des budgets qui sont déjà pré-encodés, hein, qui reflètent une série de situations types, de situations familiales types, et ensuite de les adapter aux situations réelles. Mais on peut dire que alors, le choix de ce qui est adapté, certaines choses doivent être absolument adaptées et d'autres peuvent l'être. Donc, évidemment, si l'assistant social ou l'assistante sociale n'encode pas le fait qu'il y a une voiture, ce ne sera pas possible de tenir compte du coût de la voiture, mais il y a moyen de faire différentes simulations et différents tests. Donc, avec le coût de la voiture, est-ce que le budget est en équilibre ou en déficit ou en boni? Sans la voiture, est-ce qu'il est en bénéfice ou en déficit? Et donc, ensuite, d'adapter les sociales. Donc, Reddy va indiquer un montant, le montant nécessaire par rapport aux besoins de la personne. Ensuite, c'est évidemment, ça reste lié à l'autonomie des CPS de décider s'ils suivent l'outil Reddy. Évidemment, dans ce cas-ci, des financements sont prévus par le SPP Intégration Sociale pour la mise en œuvre, de façon à ce que le coût supplémentaire ne repose pas sur les CPS. Mais l'intérêt reste malgré tout de se dire que dans beaucoup de cas, les budgets, enfin les minima sociaux sont inférieurs, dans toute une série de configurations familiales, sont inférieurs aux besoins réels pour une vie digne. Ce qui veut dire que les gens doivent reporter toute une série de coûts, etc. Et ce qui est préjudiciable à long terme aussi sur les familles, notamment s'ils reportent des soins de santé. Évidemment, la santé se dégrade et puis les coûts peuvent augmenter et se révéler plus importants par la suite. Donc ici, ça permet d'objectiver quelque part, hein, autant qu'on puisse le faire, la situation des personnes, de se dire quels sont les besoins et puis de faire une sorte d'équilibre entre ce que le CPS accepte de mettre. L'objectif est évidemment, s'agissant de budgets de référence qui sont adaptés aux situations réelles, l'objectif serait quand même de réadapter, de l'utiliser tel quel, mais ça reste un choix de la part des CPS. Évidemment, les CPS sont parfois tentés de réduire un petit peu pour éviter les pièges à l'emploi, mais pas mal d'études, enfin on aura l'occasion de le développer évidemment aussi dans les formations, mais pas mal d'études montrent que ces pièges à l'emploi ne sont pas si importants et que d'autres facteurs rentrent en jeu dans les pièges à l'emploi, comme la situation familiale réelle, plus que des questions financières. Donc, imaginons une maman avec 4 enfants en bas âge qui souhaite se faire engager et chercher un travail. En général, c'est l'employeur lui-même, évidemment, qui lui dit je ne vous engage pas, vous avez beaucoup trop de risques d'être absente en raison de maladie de vos enfants. Donc voilà, ici, l'outil permet en tout cas d'éviter que les gens s'enfoncent dans la pauvreté de plus en plus. Mais je pense que j'ai éludé une petite partie de la question. Oui, non, vous avez, voilà, Non, ok, on a ça parlé des va. petits, des grands CPS, de différents avantages, donc c'est très bien. Voilà, merci. Alors ensuite, donc vous avez parlé d'une grille, préétablie dans Reddy. Alors on nous demande de quelle manière le CPS a la main? Est-ce qu'il a la possibilité de l'adapter ou pas du tout? Non, les budgets de référence ont été établis sur base, donc, hein, comme je l'ai indiqué, de différentes sources et sur base aussi des coûts réels. Donc, chaque année, il y a un screening qui est fait de à combien revient tel produit dans tel magasin, tel service, etc. Sur base de, non pas, hein, parce que j'ai indiqué des prix bas, mais ce n'est pas nécessairement le prix le plus bas. Hein, ça reste quand même
un prix raisonnable pour un produit de cet ordre-là, sans imposer aux gens qu'ils aillent obligatoirement dans telle grande surface, par exemple, ou dans tel petit commerce, parce que c'est là qu'ils peuvent le trouver. Donc, il y a quand même une légère marge, mais les prix sont revus donc, chaque année pour les réadapter à l'évolution des prix, forcément. Donc, les paniers sont conçus de cette manière-là et les besoins alors sont revus tous les 5 ans, un petit peu, on va dire, comme pour l'inflation, hein, pour les paniers de l'inflation. Il y a 20 ans, on n'aurait pas pris en compte évidemment l'utilité d'un GSM de la même façon qu'on peut la prendre en compte à l'heure actuelle. Or, c'est un besoin pour une recherche d'emploi. Enfin, il faut être informatisé pour une recherche d'emploi à l'heure actuelle ou pour se connecter à l'administration, etc. Donc, voilà, les paniers sont revus de façon régulière. Alors, ces prix-là sont déjà dans les paniers et sur ceux-là, on ne peut pas, je vais dire, on ne va pas changer le prix de la lasagne dans le panier. Je prends la lasagne, je ne sais pas s'il y a une lasagne dedans, mais par exemple, le prix de la réparation de chaussures a été validé dans toute une série de magasins où on fait des réparations de chaussures. On a fait une moyenne et puis voilà. Par contre, ce sont après les besoins spécifiques des ménages qui, eux, sont variables. On va dire, remplacer ses chaussures, tout le monde peut aller plus ou moins dans le même endroit. Par contre, se chauffer, ça dépend du logement. Le coût du loyer dépend du logement. Le coût de la garde d'enfants dépend en partie de l'école, dépend de la région, dépend des services, etc. Donc, tous ces coûts-là, ce sont sur ces coûts-là qu'on peut adapter. La voiture ou l'autre moyen de locomotion aussi, si des gens se retrouvent tout à coup en grosse difficulté, évidemment, le but n'est pas de les défrayer sur un monstre de chevaux, etc., hein, mais en termes de véhicules. Mais, donc, c'est ça que l'autonomie du CPS reste là-dedans. Mais s'il y a besoin d'une petite voiture pour se déplacer parce que Cambio n'existe pas et que les transports en commun sont trop rares, là, on va l'adapter évidemment à des coûts réels. Le coût de l'essence ayant beaucoup bougé, on pourra faire une estimation aussi sur base d'un déplacement mensuel, du nombre de kilomètres et du coût de l'essence à ce moment-là. Très bien. Alors, toujours pour rester dans cette grille, on nous demande si, par exemple, cette grille pourrait être exportée ou extraite d'une certaine manière pour qu'un assistant social puisse l'intégrer dans son rapport social, par exemple. Est-ce qu'il y a ce genre de possibilité? Oui, tout à fait. Bon, là, c'est vraiment regrettable, évidemment, que la démonstration, qu'il y ait un problème technique pour la démonstration. En fait, une fois que les coûts ont été encodés et que la situation a été sauvegardée, un rapport peut être extrait en PDF qui reprend toutes les données de la personne et le résultat de la simulation. Et donc, différentes simulations peuvent être enregistrées à la suite les unes des autres, voire les simulations peuvent être évidemment aussi refaites au bout de 3 mois ou 6 mois ou au bout d'1 an, hein, pour revoir la situation de la personne. Donc, tout ça est possible avec Ready. Il suffit d'ajouter aussi la date au nom de la simulation, etc., et de les retrouver plus facilement, voire les initiales de l'assistant social ou de l'assistante sociale, hein, pour reconnaître qui a fait l'encodage de cette simulation. Alors, on nous demande, par exemple, si on ne réussit pas à avoir toutes les informations pour faire l'enquête via le Ready, est-ce que le système va bloquer l'analyse ou est-ce qu'avec des données partielles, on sait quand même avoir un résultat? Avec des données partielles, on sait avoir un résultat, mais il y en a qui sont malgré tout indispensables, comme les coûts du logement, qui là doivent être encodés. Très bien. Alors, encore quelques petites questions par rapport aux données personnelles. Donc, on nous demande, voilà, est-ce qu'il y a besoin de l'accord des usagers pour y accéder? Et est-ce qu'il faut absolument entrer des données personnelles pour utiliser l'outil? Ou est-ce que, comme c'est un calcul de budget, il serait possible de ne pas mettre de données personnelles? Techniquement, il est possible de ne pas entrer de données personnelles et de ne pas indiquer les noms, hein, de mettre un surnom et même chose pour les enfants. Maintenant, ça va être compliqué ensuite parce que le bénéfice de cet outil, c'est aussi d'aller présenter le dossier au conseil et donc d'avoir éventuellement dans la main, dans le dossier, le rapport qui est extrait. Alors, le rapport peut être sans aucune donnée personnelle, mais évidemment, ça donne un peu l'impression d'un simulacre, hein, enfin d'une simulation et d'un simulacre. Donc,
Donc voilà. L'autre question était… Je voudrais peut-être Oui. apporter un complément d'information. Donc, au fond, est-ce qu'il faut l'autorisation du bénéficiaire? Je dirais que c'est une enquête sociale. Et donc, comme pour toute enquête sociale, le travailleur social est habilité à rassembler les données nécessaires à la prise de décision. Il ne faut pas une autorisation spécifique par rapport à cet outil. Voilà, merci. C'est la deuxième partie de la question à laquelle je n'avais pas répondu, en effet. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités que différents collègues aient accès aux informations? Donc, par exemple, une collègue a rentré une étude pour un ménage. Est-ce que l'autre collègue peut retrouver le dossier sur l'application pour le consulter? Oui, oui, tout à fait. Très bien. Voilà, donc on vous continuez de nous envoyer vos questions. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le module QNR et pas le chat, ce qui est beaucoup plus simple pour nous répondre à vos questions. Alors, pour tous ceux qui nous envoient des questions qui portent sur la deuxième partie, donc sur l'arrêté royal, je les garde et je les poserai par la suite. Donc, ne vous étonnez pas si on n'y répond pas tout de suite, mais on y répondra bien par la suite. Alors, on demande s'il est possible d'avoir des accès tests à Ready et si possible avant l'échéance du 31 mars. Je préfère laisser mes collègues répondre. Martine, est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que vous voulez répéter votre question encore une fois? Donc, est-ce qu'il est possible de tester l'outil et si oui, est-ce qu'il sera possible de le tester avant mars 2023? Oui, il y a des possibilités pour tester, oui. Ouais. Niveau mars. Mais pas avant moi ou avant. Pas avant mars, d'accord. Donc, ce sera bien possible de le tester, mais il faudra Ouais. donc se décider avant sans le tester. Très bien, merci. Par contre, il y aura les séances d'information dans le courant du mois de février et du mois de mars qui permettront, c'est des séances qui prévoiront 1 heure, 1 h 30, hein, donc c'est relativement court, mais qui permettront d'en avoir un aperçu un peu plus détaillé. Très bien. Alors, on demande aussi, est-ce qu'il y a des spécificités qui sont prises en compte pour les personnes sans abri? Et donc, est-ce qu'on sait faire une analyse sans mettre de coûts relatifs au logement ou pas? Je vais relayer aussi à Martine pour cette question, ou alors on peut répondre aussi plus tard, hein, parce que là on rentre dans des cas assez spécifiques. Oui, dans tous les cas, il est toujours possible par la suite donc de faire une FAQ avec toute une série de questions et de l'envoyer à tous les participants qui étaient là aujourd'hui, hein. Oui, j'aime bien répondre à cette question plus tard. Oui. Très bien. Une petite question pratique par rapport aux sessions d'information. Elles se feront en distanciel, en présentiel? Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Est-ce qu'elles seront voilà, en français? Donc, est-ce que vous avez quelques précisions par rapport à toutes ces sessions d'information? Alors, on en a prévu 5. Les dates, je ne peux pas encore les communiquer aujourd'hui, elles sont en discussion. Elles seront toutes en distanciel. Donc, ça permettra vraiment à chacun de venir. Par contre, les séances, une fois que les CPS seront inscrits, il y aura des séances alors de formation dans le courant du mois de juin et qui, elles, seront, on prévoit à peu près une séance par province et une séance en distanciel de rattrapage. Très bien. Alors, par rapport, toujours à l'application, est-ce que des crédits ou des dettes personnelles, par exemple, sont pris en compte dans l'application? Et est-ce que les besoins d'une personne endettée, sont différents d'une personne qui ne l'est pas, par exemple? Oui, tout à fait. Donc là, il est possible aussi d'ajouter les dettes personnelles et puis de déterminer évidemment quelle part est une dette, comment dire, une dette vitale et ensuite aussi prendre la décision, hein, dette par rapport aux besoins vitaux pour ne pas que quelqu'un se retrouve, on va dire, dans une situation désespérée, mais tout en tenant compte du fait qu'une dette a aussi peut-être été prise de façon comment dire, inconséquente par la personne, et donc qu'on puisse comprendre que le CPS, c'est là qu'entre en jeu évidemment l'autonomie de chacun des CPS, de déterminer quelle part est acceptable de prendre en charge et quelle part ne l'est pas. Mais les dettes peuvent être entrées dans le programme. Alors, il y a encore un petit peu de questions par rapport au mode de fonctionnement. Donc, quand même, beaucoup de gens qui demandent, voilà, comment est-ce que c'est calculé? Est-ce que c'est vraiment par région, par province, par code postal? Comment, heu, comment le budget est déterminé vraiment au niveau local? Sur quels critères est-ce que ça se base?
C'est sur base régionale. Hein, donc, on a, par exemple, avec les collègues d'Odyssée et donc du CEBUD et de Liège, chaque équipe est allée vérifier quels étaient les prix dans sa région de toute une série de services. Hein. On a remis à jour ça ici au mois d'octobre et au mois de novembre. Ensuite, évidemment, on comprend bien qu'il y a des disparités, mais les disparités ne se mesurent pas énormément sur les biens de consommation, les services les plus courants, etc. Il y en a forcément quelques-unes. Par contre, les grosses disparités, c'est tout de même sur l'immobilier. Et là, l'immobilier est encodé tel quel par l'assistant ou l'assistante sociale. Donc ceux-là sont pris en compte. Mais sinon, le tarif de base, lui, est régional. D'accord. Alors, vous avez parlé d'une Et révision oui, de... Oui, et allez-y. peut-être, et évidemment, tout ça a été déterminé. Alors, c'est peut-être un biais, c'est qu'on ne s'est pas allé nécessairement dans les circuits courts, etc., hein, pour vérifier des tarifs, mais ça a été fait aussi en fonction pour toute une série de biens et de services, de chaînes qui sont présentes dans toutes les provinces, etc., donc pas dans des magasins qui sont locaux, ou alors, si ce sont des magasins locaux parce qu'il n'existe pas de chaîne, on s'est assuré d'avoir une diversité suffisante. Enfin, magasins et services, hein, je prends les hautes écoles et les universités, par exemple, pour l'inscription à un club de sport et ce genre de choses. Inscription à un club de sport, on est allé voir dans toute une série de clubs de sport répartis un peu partout en Wallonie pour ce qui nous concerne. Les hautes écoles pour toute une série de services annexes qu'elles offrent et qui coûtent. On est allé aussi vérifier la Haute École Schumann, Enalux, Elmo, etc. Donc, on a screené là quasiment toutes les hautes écoles et les universités. Donc voilà, c'est un petit peu selon les cas, mais si par exemple, il n'y a pas un type de commerce, on est allé alors voir un peu partout pour avoir un aperçu assez général et puis faire une moyenne des tarifs. Très bien. Alors, vous avez parlé d'une révision de panier annuel. Est-ce que vous utilisez les données de Statbel, par exemple, ou est-ce que vous faites vous-même vos enquêtes de prix? Là, on a fait les enquêtes de prix nous-mêmes. Très bien. Par contre, donc, il y a une révision qui aura lieu cette année et qui, elle, est une adaptation des paniers avec un nouveau passage auprès aussi d'experts du vécu, etc., pour voir quels sont les... Et des discussions hein, qui peuvent être aussi intenses, de savoir où sont les limites de ce qui est digne et de ce qui ne permet pas un choix aussi de la part des personnes, parce qu'il ne s'agit pas non plus de leur dire « vous avez juste le droit de prendre tel ou tel aliment à bas coût ou tel vêtement. » On comprend par exemple que dans le panier, il y a des vêtements de la vie quotidienne, mais il y a aussi le droit à avoir un vêtement pour une grande occasion. Donc, et tout ça est discuté, donc ce n'est pas les chercheurs qui le décident, il y a des propositions qui sont faites, et puis des experts du vécu, notamment du SPP, intégration sociale, ou d'autres, viennent, ou organisés dans différents CPS, viennent ensuite discuter de ces paniers, en sachant que certains laissent un peu plus de marge, d'autres un peu moins, et que de façon générale, ben, ça permet aussi aux gens après d'avoir une marge de liberté dans les produits qu'ils achètent et les services qu'ils consomment. Je peux quand même rajouter par rapport à ça qu'il y a une convention de collaboration qui est en cours d'élaboration avec le SPF Économie et qui prévoirait également de pouvoir utiliser les données de Stabel pour ajuster ce fameux panier qui sera pris en compte. D'accord, merci. Très bien. Donc voilà, je rappelle que vous pouvez toujours nous envoyer vos questions. Ici, on reçoit encore beaucoup de questions mais qui concernent la deuxième partie. Donc, pour l'instant, je n'en vois pas qui concerne la première partie de la présentation, mais on y reviendra par la suite si besoin. Et donc, je propose qu'on passe à la présentation. Valérie, donc, tu peux partager ton écran pour nous présenter le projet d'arrêté royal sur Ready. Voilà. Est-ce que l'on voit mon écran? Oui, parfait. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du subside lié à l'utilisation de l'outil Ready remis en vue d'octroyer une aide complémentaire aux bénéficiaires du CPS. Alors, on va d'abord, voilà, j'y suis. On va d'abord parler un peu d'une introduction, puis on verra l'objectif de l'outil Ready, mais très court puisqu'on a déjà eu toute la présentation. L'objectif de la subvention, les procédures de mise en œuvre, la répartition de la subvention, les conditions d'octroi de l'aide financière complémentaire, la période de subvention, les modalités de contrôle, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions, et les particularités. Alors,
comme on l'a mentionné, et comme la ministre l'a mentionné, c'est un accord de gouvernement qui se veut une mesure expérimentale. Et pour cela, on a prévu un budget de 35 millions d'euros par année, donc 2023, 35 millions, et 2024, 35 millions également. Il s'agit donc d'une nouvelle politique et le but du gouvernement, c'est vraiment de mettre à disposition à la fois l'outil, donc l'application, et puis alors de donner des moyens pour que les CPS puissent donner des aides financières complémentaires suite à l'utilisation de cet outil. Alors, comme on l'a mentionné, c'est sur base volontaire. Donc, c'est uniquement les CPS qui veulent utiliser l'outil qui pourront rentrer dans la subvention. Il n'y a pas d'obligation. Alors, l'objectif de l'outil REDI, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, le but, c'est de donner une norme indicative qui est basée donc sur une recherche scientifique et qui permet de donner le revenu minimum dont une famille a besoin pour participer pleinement à la société. Donc, c'est simplement une aide à l'enquête sociale qui est faite par le CPS. Alors, ça permet donc d'évaluer au mieux le montant de l'aide financière et ça permet surtout d'objectiver cette analyse. Donc, on va tenir compte l'outil, comme c'est mentionné déjà préalablement, tient compte des revenus, des dépenses réelles et donc il est basé sur des paramètres familiaux et territoriaux. Alors, qu'est-ce que l'objectif de la subvention? Ça, c'est le plus important ici pour l'instant. Donc, c'est de permettre de mettre l'outil REDI gratuit pour les CPS qui ont envie de rentrer dans la mesure. Et d'autre part, c'est de rembourser donc des aides financières complémentaires qui seraient données suite à l'utilisation de cet outil REDI. Alors, comment est-ce que l'on va procéder? Premièrement, on a d'abord pris un arrêté royal qui a été signé, a été signé le 22 janvier 2023 et qui est en voie de publication au Moniteur belge. Cet arrêté royal détermine en fait les contours de la subvention. Il donne les clés et tous les éléments et les moyens de cette subvention. Alors, il va y avoir 2 périodes de subvention. Il va y avoir une première période de subvention qui va être du 1er mai 2023 au 29 février 2024, et puis une deuxième période de subvention qui va aller du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024. Comme on vous l'a dit, il n'y a pas d'obligation pour les CPS de participer. Résultat, on a besoin de savoir quels sont les CPS qui veulent participer. Pour cela, les CPS doivent entrer leur formulaire de participation et ça doit être encodé avant le 31 mars 2023 via l'application qui est sur notre site Internet. Lorsque l'on a l'ensemble des CPS et qu'on sait quels sont les CPS qui vont utiliser, qui veulent rentrer dans la mesure, eh bien alors on va prendre un arrêté ministériel qui va prévoir les clés de répartition et déterminer le subside par CPS. Alors, comment est-ce que l'on va faire? Donc, on va prendre les 35 millions. De là, on va identifier les CPS participants, donc comme je l'ai dit, uniquement sur base du formulaire en ligne. Les CPS qui ne participeront pas à cette première année et qui espèrent peut-être participer à la deuxième, eh bien non. Donc, on va participer, il faut décider si on participe pour les 2 années ou pas. Celui qui veut changer d'avis, ben, malheureusement, ce ne sera pas possible. Alors, après ça, on va ventiler la subvention avec tous les CPS que l'on a. Ça va servir d'une part à couvrir le prix d'achat des licences. Alors, le prix d'achat des licences dépend en fait du nombre de CPS qui rentrent dans la mesure et deuxièmement, de la grandeur du CPS. Donc, le prix est différent en fonction de chaque CPS. Et puis, deuxièmement, avec l'argent qui reste, eh bien, on va le répartir entre les CPS. On répartit suivant la clé de répartition traditionnelle, c'est-à-dire 75% de bénéficiaires de revenus d'intégration et 25% des bénéficiaires de l'intervention majorée soins de santé. Et on répartit cette enveloppe entre les différents CPS.
Donc, ça, c'est les 4 prix de licence pour les CPS. Vous voyez qu'elles fonctionnent en fonction du nombre d'habitants. Alors, quelles sont les conditions maintenant de l'aide financière complémentaire? Alors, il faut forcément que le CPS utilise l'outil REDI ou REMI pour déterminer le montant de l'aide complémentaire. Après ça, le montant qui est fixé dans l'outil ne lie pas le CPS. Donc, le CPS peut donner plus, il peut donner moins. Alors, s'il donne par exemple le montant qui est mentionné dans l'outil REDI, eh bien, le CPS pourra faire valoir ce montant dans le cadre de la subvention et dans le montant dans l'enveloppe qu'il a reçue pour octroyer des aides complémentaires. Si jamais le montant est inférieur, il fera simplement, donc par exemple, l'outil REDI dit il faut donner 300 € en plus, et le CPS, sur base de son enquête sociale, dit oui, mais l'outil n'a pas pris en compte ce point-là et ce point-là, donc moi je vais plutôt donner 200 €. Eh bien, puisque c'est en dessous du montant qui était prévu par l'outil, eh bien, ce montant peut en effet être rentré dans la subvention. Le CPS maintenant dit, l'outil REDI me dit qu'il faut donner 300, mais il n'a pas pris en compte d'autres critères, par exemple un handicap très fort d'une personne dans le ménage. Eh bien alors, et moi je considère qu'il faut donner 500 €. Eh bien, pour les 300 € qui seront dans l'application, ce sera pris en compte dans la subvention. Les 200 € supplémentaires, là par contre, ce seront sur les fonds propres du CPS. Troisième condition, il faut que le CPS prenne sa décision d'octroi pendant la période de subvention. Donc, pendant le 1er mai 2023 au 29 février 2024. Alors, l'arrêté, forcément, ne détermine que les conditions pour les aides financières complémentaires prévues dans l'arrêté royal. Si le CPS décide de donner des aides autres, des aides financières sans appliquer l'application REDI, pas de problème, mais c'est sur ses fonds propres, et le CPS garde totalement son autonomie pour octroyer les aides financières sur ses fonds propres. Alors, quelle est la condition pour celui qui reçoit l'aide complémentaire, l'aide financière complémentaire? Donc, d'abord, le bénéficiaire, c'est toutes les personnes qui viennent au CPS et donc pour lequel le CPS fait son enquête sociale. Le bénéficiaire qui reçoit ce complément, cette aide financière complémentaire, s'engage à poursuivre un parcours d'activation ou professionnel. Sauf s'il y a des raisons d'équité ou de santé qui l'empêchent, sauf s'il se trouve déjà dans un parcours d'activation, il a déjà par exemple un PIS, ou s'il est déjà au travail. Alors, la période de subvention, elle court donc du 1er mai 2023 au 29 février 2024, donc ça c'est la première période. Alors comme vous l'avez entendu, certains CPS ont déjà l'outil REMI, donc c'est plus pour les CPS qui ont déjà cet outil, donc ils pourront rentrer aussi dans la subvention, puisque les aides financières complémentaires octroyées après l'utilisation de l'outil seront prises en compte pour autant que la date de décision se situe dans la période de la subvention. Deuxième année, c'est la période de subvention qui court du 1er mars 2024 jusqu'au 31 décembre 2024. Les CPS qui ne participent pas à la première année de subvention ne pourront donc pas prétendre à la deuxième année. Donc, je le répète, il faut vraiment que les CPS décident pour les 2 ans à venir. Alors, quelles sont les modalités de contrôle? Alors, en fait, les données du CBUT seront, le SPP disposera des données du CBUT et sur l'utilisation de l'outil REDI. Alors, les CPS vont simplement introduire dans le formulaire via le rapport unique, ils vont mettre à qui ils ont octroyé l'aide et alors il y aura directement un matching qui va se faire et on fera par croisement de données. Alors, quelles sont les particularités maintenant dans CPS qui renvoient le formulaire de participation, mais qui finalement décident de ne pas installer l'application et qui décident de ne pas non plus utiliser l'outil REDI puisque l'application n'est pas utilisée. Le CPS devra alors rembourser le montant total de la subvention, c'est-à-dire la partie outil et la partie subvention. Et en plus, étant donné qu'il n'a rien fait, il ne pourra pas bénéficier, il ne pourra pas prétendre à la subvention la deuxième année.
Deuxième cas de figure, le CPS renvoie le formulaire de participation, installe l'outil, mais ne l'a pas utilisé pour accorder des aides financières complémentaires. Donc, il a vraiment installé, mais voilà, il n'a rien fait de plus. Alors, le montant de la licence, il ne doit pas nous la rembourser, puisque l'outil est installé. Mais par contre, étant donné qu'il n'a pas utilisé des aides financières complémentaires, eh bien, il doit intégralement rembourser le montant prévu pour les aides financières complémentaires. Et en outre, étant donné que visiblement, il n'utilise pas cet outil, eh bien, il ne pourra pas prétendre à une subvention pour la deuxième année pour des aides financières complémentaires. Troisième cas de figure, le CPS renvoie le formulaire de participation, il installe l'outil Ready, mais il ne l'utilise pas entièrement le montant de la subvention qui est destiné à accorder des aides financières complémentaires. Forcément, étant donné qu'il a installé l'outil, il ne doit pas rembourser le montant perçu pour la licence. Il remboursera simplement ce qu'il a trop perçu, les montants qu'il n'a pas utilisés pour les aides complémentaires financières. Et pour la deuxième année de subvention, il pourra postuler pour la subvention de la deuxième année. Et donc, il n'est pas obligé d'avoir utilisé la totalité de la subvention de la première année pour pouvoir être en ordre utile, je vais dire, pour la subvention de la deuxième année. Alors, est-ce que le CPS peut accorder des aides financières complémentaires sans avoir utilisé l'outil Ready? Ben oui, forcément, rien ne change. Donc, si le CPS veut donner des primes chauffage ou je ne sais pas sur ses fonds propres, pas de souci, cela n'a rien à voir. Nous ne coordonnons pas les aides propres au CPS. Ici, ce sont vraiment les aides financières complémentaires dans le cadre de la subvention. Est-ce que le CPS accorde des aides financières en dehors de la période de subvention avec l'utilisation ou pas l'outil de Ready? Alors, si il accorde des aides financières en dehors de la subvention avec l'outil Ready, bah forcément, étant donné que c'est en dehors de la subvention, ces aides financières complémentaires ne peuvent pas être prises dans le cadre de la subvention. Par contre, le CPS peut tout à fait utiliser l'outil Ready pour ces aides financières propres. Il n'y a aucun souci là-dessus non plus. Comme on l'a déjà dit préalablement, donc il y a des formations pour les CPS participants. Donc, vous pourrez aller voir sur les budgets de référence. Et comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'une mesure expérimentale. Et donc, pour évaluer cette expérience, on va mettre en place une étude d'évaluation de l'outil Ready. Et elle est prévue en 2023. Conséquence, les CPS qui participent à cette mesure expérimentale devront également participer à l'étude d'évaluation. Alors, c'est-à-dire de répondre aux questions de ceux qui vont mettre en place cette étude. Voilà, j'espère comme ça avoir répondu aux questions qui étaient déjà dans le chat et je vous remercie. Merci Valérie. En effet, tu as déjà parcouru pas mal de questions qui ont été posées, mais voilà, on voit que c'est un sujet qui est nouveau et donc beaucoup de questions qui arrivent sur les mêmes thématiques. Donc, je vais quand même reposer quelques questions pour un peu bien tout clarifier. Donc, on reçoit énormément de questions par rapport à l'inspection. Donc, est-ce que tu peux rappeler ce que tu viens d'expliquer? Donc, est-ce que l'outil aura une influence sur l'inspection? Qu'est-ce qui se passe si un CPS n'a pas suivi l'avis qui a été formulé par l'application? Voilà, au niveau de l'inspection, est-ce que tu peux rappeler ce que tu as expliqué? Donc, pour l'inspection, donc comme je vous l'ai dit, ce qui va se passer, c'est que on va fusionner les données. Donc, c'est-à-dire que nous allons avoir les mêmes données que vous avez reçues. Et donc, en fait, quand c'est encodé dans l'application CBUT, on va voir que Monsieur X a reçu une aide complémentaire de 200 €. Et en fait, l'application va nous dire, oui, le CPS a bien appliqué ce qui était mentionné dans l'application. Il a donné, bon, si l'application dit 300, mais il a donné 200, pas de souci, il n'y aura pas de problème. Donc, on va matcher les données, donc sur base simplement du numéro national de la personne, puisque vous allez encoder dans le formulaire le numéro national de la personne et vous allez mentionner le montant
financier que vous avez octroyé à cette personne en plus. Et donc, on va simplement matcher les deux données. Donc, on va faire déjà un contrôle directement chez nous, ici à Bruxelles, et donc pas par l'inspection directement. Très bien, merci. Alors, je vois de nouveau des questions par rapport au caractère obligatoire. Donc là, je vous rappelle donc que ce n'est pas obligatoire et que donc vous devez vous inscrire avant fin mars 2023 pour la première partie. Donc non, ce n'est pas obligatoire. Alors, c'est un point que tu as expliqué, mais je vois aussi beaucoup de questions qui arrivent, c'est par rapport au remboursement des aides. Il y a peut-être une petite confusion entre les différentes aides. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Et alors aussi, beaucoup de confusion par rapport à ce que tu as pu expliquer et tout ce qui est participation et activation sociale. Donc, est-ce que tu peux peut-être reclarifier ce point-là? Alors, en ce qui concerne donc les aides, le montant financier, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que ici, en avril, nous allons donc prendre, dès que tous les CPS auront répondu, nous allons prendre un arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel déterminera ce que chaque CPS a droit. Et puis, dès qu'on a fait cet arrêté ministériel, donc ce sera une enveloppe fermée, un peu comme l'enfant gaz et électricité, et chaque CPS va recevoir le montant. Donc, on va verser directement le montant à chaque CPS. Donc, le montant sera directement versé. Et donc, le CPS aura directement le remboursement de l'aide qu'il a octroyée par rapport au subside qu'il a reçu. Donc, c'est une aide qui est fermée. Alors, en ce qui concerne maintenant pour la personne, pour l'activation de la personne. Donc, ce qui est demandé, c'est que la personne suive un parcours d'activation. C'est-à-dire qu'on ne donne pas une aide comme ça. Et donc, il faut, c'était dans la demande, il faut vraiment que la personne suive un parcours d'activation ou un parcours professionnel. Alors, il n'y a pas de fixe au point de vue du parcours d'activation ou de parcours professionnel. On n'a pas décidé que c'était obligatoirement le PIS ou obligatoirement un autre outil. C'est simplement un outil d'activation. Il appartient simplement au CPS de mettre l'outil qu'il veut, qui va le mieux à la personne. J'ai donné le PIS parce que le PIS est un outil d'activation. Et donc, si la personne est déjà dans un PIS, forcément, on ne va pas refaire un deuxième PIS quand on lui donne une aide complémentaire. Mais si jamais elle n'a rien, il faut lui mettre en place un projet d'activation ou une vision professionnelle pour qu'elle puisse sortir du CPS. Ça, c'est vis-à-vis de la personne. Je voudrais peut-être compléter, vous m'entendez? Oui. Oui, je voudrais peut-être compléter ce que Valérie vient de dire sur ce parcours d'activation, parce que j'ai vu dans les questions également des questions sur des personnes qui ne sont pas directement prises en charge par le RIS ou par une aide équivalente. Par exemple, un ménage qui travaille et qui a des revenus trop bas et qui s'adresse au CPS, il est clair que si la personne a déjà une activité professionnelle, elle répond évidemment à cette condition de parcours d'activation. Ça pourrait être également quelqu'un qui suit une formation professionnelle au Forum ou même une formation au niveau du CPS. Donc, on ne veut pas non plus être trop strict dans la manière de le définir, de manière à ne pas être limitatif. Mais il faut nécessairement que la personne soit inscrite dans une trajectoire d'insertion ou d'activation. Alors, par rapport au subside, on reçoit aussi pas mal de questions par rapport à l'utilisation. Donc, est-ce qu'il s'ajoute à d'autres subsides, par exemple l'énergie, passe? Donc, je vois que que ce n'est toujours pas clair. Donc, est-ce qu'on peut clarifier l'utilisation et aussi qui y a droit? Puisque je vois beaucoup de questions qui demandent si c'est uniquement les bénéficiaires du droit à l'intégration sociale Non. qui ont droit ou non. Alors, pour les bénéficiaires, c'est toute personne qui fait une demande au CPS. En gros, c'est comme la participation et l'activation sociale. C'est exactement le même type de bénéficiaire. Donc, toute personne qui vient faire une demande, donc ça n'est pas nécessairement, et on rentre exactement dans la personne qui travaille déjà, par exemple, et qui a besoin d'un complément. Voilà, elle n'arrive plus à s'en sortir, et voilà. Alors, on est dans un subside, donc ici, il ne s'agit pas, alors bien sûr, vous pouvez aider dans le fonds gaz électricité, dans d'autres manières, d'autres subsides, mais ça, c'est un autre subside sur un autre besoin. Ici, c'est vraiment de faire l'enquête par rapport à Ready et de voir, tiens, il manque un montant pour que la personne puisse participer
pleinement à la vie sociale. Et comment est-ce que je peux le faire? Je peux lui donner un complément d'aide financière par ce moyen-là. Très Donc, bien, voilà. merci. Alors, il y a beaucoup de questions également sur l'après 2024. Donc, est-ce qu'on sait déjà expliquer plus précisément donc, les coûts après 2024? Si la subvention s'arrête, est-ce que ça deviendra obligatoire ou non après 2024? Ce ne sont peut-être pas des choses auxquelles on a déjà toutes les informations pour l'instant, mais est-ce qu'on peut déjà donner un peu plus d'infos sur la suite? Je vais peut-être répondre par rapport à cette question. Je ne suis évidemment pas Madame Soleil, donc je ne peux pas savoir quelle va être la décision du gouvernement au terme de ces 2 années d'expérimentation. Le but, justement, c'est de pouvoir l'évaluer et de voir quel est l'impact de cette nouvelle politique. Est-ce que les résultats sont positifs et encourageants, et auquel cas il appartiendra au nouveau gouvernement de se prononcer sur la poursuite ou pas du dispositif. Donc, à ce stade-ci, ce n'est pas encore possible. Par contre, il y a des questions sur le coût des licences. Là, on pourra éventuellement, après 2024, si jamais le dispositif devait s'arrêter et que les CPS veulent continuer à utiliser le logiciel, là, on pourra donner peut-être des informations, et j'imagine que sur le site de Rémi Rédy, on pourra placer ce type d'informations à titre indicatif. Il est évident que le coût varie aussi en fonction du nombre d'utilisateurs, mais à titre indicatif, on pourra également mentionner ces informations de manière à ce que les CPS soient également au courant. Merci. Et alors, pour prolonger sur cette thématique, peu importe la décision gouvernementale, est-ce que certains CPS intéressés pourraient après continuer sur fonds propres sans savoir ce qui est décidé? Et à l'inverse, est-ce qu'on peut décider d'arrêter en cours de route? Donc, est-ce qu'après 2023, on peut décider de ne pas continuer en 2024 ou non? Oui, Oui. puisque c'est une mesure expérimentale, donc forcément, je ne peux pas, on ne se lance pas. Donc, si le CPS décide d'arrêter en 2023 en disant « je ne veux plus de la mesure », il ne rentrera pas dans la subvention de 2024. Ça, en effet, ça, il peut le mentionner, puisque c'est ce qu'on vraiment dit, c'est une mesure expérimentale. Donc, on ne peut pas. D'abord, ça va dépendre de l'évaluation aussi de l'étude. Il va y avoir différents éléments qui vont être pris en compte pour savoir est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas. Très bien. Donc, si on souhaite participer, on doit se manifester avant mars 2023. Mais par contre, si on souhaite arrêter, il n'y aura donc pas d'obligation de rester jusqu'à la fin de 2024. Alors, je vois également pas mal de questions par rapport au logiciel et qui demandent qui installe. Donc, pour l'instant, il s'agit donc d'un programme et donc il n'y a pas d'installation à faire pour le moment. Alors, Mais peut-être qu'on pourrait quand même orienter ces questions vers soit Laurent Nissen, soit quelqu'un du CEBUT pour savoir comment est-ce que concrètement l'installation se fait. C'est une application web, ça veut dire, Voilà. oui, ça ne demande pas d'installation concrète. Non. La seule installation qui pourrait être envisagée, c'est si un CPS souhaite l'intégrer dans son logiciel social. Alors là, il y a un développement qui est à faire. Ouais. voilà, donc je vois un peu les questions qui rentrent encore, donc n'hésitez pas à continuer à nous les envoyer. Alors, J'ai oui, vu qu'il y avait ici. Oui, vas-y. des questions aussi concernant l'enveloppe. Donc, en effet, c'est une enveloppe fermée. Donc, ça va être distribué dans les CPS et ça fonctionne comme l'enveloppe fermée du fonds gaz-électricité, si je dois mettre une comparaison. Et donc, malheureusement, en effet, quand ça dépasse l'enveloppe, que toutes les aides sont octroyées, ce sera sur fonds propres du CPS, si le CPS continue à octroyer des aides avec l'application. Donc, nous, on donne une enveloppe fermée. C'est donc une aide à toutes les aides complémentaires. Maintenant, le CPS peut aussi, en fonction évidemment des moyens qui sont mis à disposition, décider de cibler un certain type de public plutôt que de l'utiliser de manière générale. On sait par exemple que
certaines catégories de bénéficiaires du RIS sont avec des allocations très proches d'un revenu du travail. À l'inverse, des personnes qui sont isolées ne sont pas du tout dans cette situation. Donc, un CPS pourrait très bien cibler, en quelque sorte, certaines catégories de bénéficiaires en fonction, évidemment, de leur analyse et de leur choix d'orientation des moyens, puisqu'on parle d'une enveloppe, effectivement, comme le dit Valérie, qui sera une enveloppe fermée. Alors, j'ai vu dans le QNR des questions aussi sur quel sera le montant de cette enveloppe pour mon CPS. Donc, ce ne sera possible de déterminer ce montant que quand on connaîtra le nombre de CPS participants. Hein. Si les 581 CPS du pays participent, là, on pourra faire un calcul théorique minimum. Mais si la moitié des CPS n'y participent pas, évidemment, ça veut dire que les moyens seront doublés pour ceux qui participent. Donc, peut-être qu'à titre indicatif, on pourrait en tout cas fournir une information sur quel est le montant minimum si tous les CPS devaient participer, tout en sachant que tous les CPS ne participeront pas. Comme ça, on a quand même une idée du montant. Et d'autre part, le coût des licences est pris totalement en charge par le subside. Et je voulais rajouter que l'outil est à titre indicatif. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de CPS qui se demandent, oui, mais si l'outil me dit qu'il faut que je mette 500, donc je suis obligé de payer 500. Non, l'outil est indicatif. Donc, c'est vraiment le CPS qui reste en main pour déterminer quelle est l'aide la plus appropriée et le montant le plus approprié pour apporter cette aide complémentaire. Voilà. Oui, et dans le même ordre d'idée, il y a des questions par rapport à l'Office des étrangers. Est-ce qu'il sera informé des aides qui seront accordées dans le cadre de REDI? Pour nos bases de Non, données, non. non, nous ne transmettons pas ce type d'informations. Alors, encore des questions par rapport, on a parlé donc des aides mensuelles, etc. Donc, on demande de bien préciser, est-ce qu'il s'agit d'aide unique ou d'aide mensuelle? Et est-ce que l'aide financière doit absolument être donc ponctuelle ou Mais récurrente? ça dépend de la situation et c'est à l'enquête sociale de le déterminer. Si maintenant la personne a vraiment, je ne sais pas moi, une grosse charge à un moment donné sur un mois parce qu'il y a sa voiture qui a cassé, tout est cassé, il n'arrive pas à prendre en charge les frais de sa voiture. Quand la voiture est réparée et qu'après il sait prendre en charge tous ses frais, il n'y a pas besoin de lui redonner encore une aide complémentaire. Donc, c'est vraiment au cas par cas, à chaque décision. C'est en fait le travail social. Pour là-dessus, on ne change strictement rien du travail social que fait un assistant social lorsqu'il reçoit quelqu'un qui est dans un besoin. Très bien. Alors, on demande un peu de clarifier la différence entre l'intervention donc pour la licence du logiciel et les aides. Donc, est-ce que le minimum, en fonction du nombre de CPS qui vont participer, permettra la prise en charge du coût de la licence ou pas? Oui, Oui, puisqu'on connaît le montant maximum du coût, et ça, je dis, il sera en quelque sorte, on payera d'abord, on prévoira d'abord le montant du coût des licences de tous les CPS participants, et c'est le solde qui sera alors fourni pour les aides sociales complémentaires. Très bien, merci. Alors, maintenant, une petite question. Je vais revenir donc pour Laurent Nissen. Une petite question. Vous avez parlé tout à l'heure d'un modèle de contrat de collaboration. Est-ce qu'il serait possible de le mettre à disposition des CPS et de nos participants donc avant qu'ils s'engagent? Là, c'est plutôt mes collègues flamands. Moi, je ne vois pas d'opposition, mais je ne sais pas Non, ce qui est non. prévu exactement. Oui, mais la réponse est oui, évidemment. Hein. Donc, ou bien on le mettra sur notre site, ou bien on le mettra dans la circulaire, mais c'est évidemment un élément indispensable de savoir à quoi on s'engage. Ça, donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Cette information sera disponible. Alors, une petite question plus sur le fond de l'utilisation. Donc, qu'est-ce qui se passe si finalement le subside tombe dans 2 ans? Est-ce que les CPS pourront revenir en arrière?
Ah, tu es Euh, coupé. Vous m'entendez? alors, Ah, je voilà, vois. voilà, Pauline, on t'entend Oui, de nouveau maintenant. Non? On oui. t'entendait peut-être? Voilà, on te réentend. Est-ce que vous m'entendez à Oui, nouveau? oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Vas-y, vas-y. Voilà, on a une petite coupure. Donc, il y a voilà, pas mal de... Non, tu es de nouveau coupé. Pauline, je propose que tu passes sur le PC de Dominique. Mais, Excusez-nous pour les petits soucis techniques, mais mais si je pense que la question est la suivante, c'est-à-dire de savoir si euh, dans 2 ans, si tout s'arrête, est-ce que le CPS va encore donner des aides complémentaires? Non, enfin, l'aide complémentaire, elle est en fonction. Le CPS donne déjà des aides complémentaires sur leurs fonds propres. Donc, ici, c'est vraiment une question par personne et on regarde, c'est une mesure qui est expérimentale et donc qui va servir à utiliser l'application. Dans 2 ans, je ne sais pas non plus ce qui va se passer. Est-ce que l'application sera toujours accessible ou viable? Ça, on ne sait pas savoir. On ne peut pas prévenir à l'avance de ce qui va se passer dans 2 ans. ouais, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que l'application, elle survivra, Oui, oui. quoi qu'il en soit. Donc, parce qu'il y a déjà des CPS qui l'utilisent depuis des années et des années, et il n'y a aucune raison qu'elle elle ne survive pas. Mais bon, voilà, on ne peut pas évidemment présager de ce qui se passera et de la décision du gouvernement au terme de cette phase expérimentale de 2 ans, mais il appartiendra à ce moment-là, évidemment, au CPS de voir s'il poursuit ou pas, au cas où ça s'arrête, en prenant en charge lui-même ce logiciel ou pas. Bien, voilà, je suis de retour pour la suite des questions. Je vois encore des questions par rapport à l'activation. Donc, le parcours d'activation, ça semble ne pas rester clair. Alors, on demande si, quand ce sont des aides uniques, si on doit quand même faire un parcours d'activation et si oui, pourquoi? Ça, c'était une disposition, c'était une demande qui était sous-entendue dans le subside. Donc, le but, c'est quand même de permettre aux gens de sortir en fait du CPS. Et donc, le but est vraiment de faire une mesure d'activation pour que la personne ne reçoive pas de l'aide comme ça sans rien faire. Enfin, on s'entend quand je dis ça. Sauf s'il y a des motifs, comme on a mis dans le PowerPoint, de santé ou d'équité, ou si déjà il travaille déjà. Donc, le but est vraiment d'aider la personne à pouvoir se prendre en charge dans le futur. Et ce n'est qu'une mesure d'activation ou professionnelle, ou comme vous voulez l'introduire, qui peut permettre à ce que cette personne ne reviennent plus au CPAS. Maintenant, je voudrais peut-être compléter aussi ce que dit Valérie par rapport à ça. On précise aussi que, sauf pour des raisons de santé ou d'équité, et le fait que la personne a besoin d'une aide ponctuelle une seule fois est peut-être une des raisons d'équité pour lesquelles on pourrait prévoir cette dérogation. C'est à partir de vos questions et votre expertise de terrain que nous allons aussi construire les réponses et on apportera des clarifications aussi au fur et à mesure. Mais en tout cas, on va essayer d'apporter des clarifications dans la circulaire qui vous sera envoyée aussi à ce sujet-là. Très bien. Alors, je reviens de nouveau chez Laurent Nissen pour des questions qui continuent d'entrer par rapport à la sécurité de l'information. Donc, plusieurs personnes nous demandent, mais quelles sont les garanties des bénéficiaires par rapport au secret professionnel? Donc, par rapport, voilà, est-ce que vous pouvez peut-être clarifier, donc, qui a accès aux informations et qu'est-ce qui sera fait de ces informations? Le secret professionnel, il est respecté de toute façon par les assistants sociaux eux-mêmes. Alors, comme je l'ai indiqué, les données sont accessibles par l'assistant social qui les a entrées, par le reste de l'équipe, mais les cas ne sont pas transférables, par exemple, sans à un autre CPS, si ce n'est pas par un responsable à l'intérieur du CPS. Les données, elles sont sécurisées par les informaticiens et il n'y a pas de... je veux dire, à ce niveau-là, il n'y a pas de changement par rapport à l'état actuel. Les données, en tout cas, n'ont pas de raison d'être exportées pour des motifs extérieurs. Ce n'est que dans le cadre ici de l'aide sociale que ces données sont utilisées.
Et il est évident que si un CPS transfère des informations vers un autre organisme ou un autre CPS, ça ne peut se faire évidemment qu'avec l'autorisation du bénéficiaire. Voilà. Et donc, seules les règles en matière de secret professionnel seront sauvegardées. Notre DPO a effectivement imposé un certain nombre de contraintes en matière de sécurité de manière à garantir qu'à aucun moment ces données ne puissent être transférées ou se retrouver sur la place publique. Donc, il y a évidemment des mesures de protection qui sont très strictes par rapport à ces données à caractère personnel. Et en dehors de notre service d'inspection, comme ils l'ont d'ailleurs aujourd'hui quand ils font les contrôles sur le revenu d'intégration, etc., personne n'accédera à ces informations confidentielles. Alors, pour rester à peu près dans la même thématique, on nous demande comment est-ce qu'on pourra envoyer les données de Reddy à un autre CPS et sous quelle forme? Oui, là ce sont les fonctions évidemment du programme lui-même qui le déterminent. À ce stade-ci, moi, je ne connais pas encore évidemment l'ensemble des détails du fonctionnement du programme, hein, mais bon, ce sera prévu que ça se fasse de façon sécurisée aussi. Très bien. Est-ce que vous pouvez peut-être faire un petit rappel donc, sur la suite, donc les sessions d'information, rappeler quand est-ce qu'elles auront lieu et peut-être rappeler qu'est-ce qui est prévu en termes de formation? Donc, les sessions d'information auront lieu fin février et sur la première partie de mars, de manière, donc il y en a 5 de prévus, de manière à ce que, autant que possible, les CPS puissent assister selon leur disponibilité et puissent aussi prendre une décision dans un délai raisonnable, vu que l'échéance, elle, est au 31 mars et qu'elle est absolument stricte. Ensuite, évidemment, il y a toute la démarche spécifique de calcul des montants, etc., comme Alexandre Le Sif et Valérie Proumel l'ont expliqué. Et ensuite, nous revenons alors dans le courant du mois de juin avec des formations là, sur l'utilisation de l'outil lui-même. Donc, là où les séances d'information durent 1 heure, 1 heure et demie, celle du mois de mars, en juin, on prévoira, je ne sais plus si c'est des demi-journées ou des journées complètes, je pense que c'est des demi-journées, histoire de ne pas prendre trop de temps non plus aux personnes, pour vraiment leur expliquer le fonctionnement de l'outil. Mais le fonctionnement de l'outil, je ne sais pas si on pourra rediffuser finalement, s'il y a une possibilité de diffuser de votre côté On la va essayer vidéo, en tout mais cas. vous pourrez le constater de visu, s'il y a moyen de le faire, c'est très, très abordable, hein. Il n'y a pas de grosses difficultés pour toute personne qui a déjà utilisé un ordinateur et certains, enfin on encode voilà, des données dans des formulaires qui sont très fluides et très faciles à manipuler. Très bien, merci. Donc, on va refaire un test donc, pour vous diffuser la vidéo qui vous montrera voilà, plus clairement comment, à quoi ressemble en tout cas Reddy. Dans tous les cas, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revoir par la suite. On va vous envoyer de toute façon tous les liens, tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui et on tient bien compte donc, de toutes vos questions pour les prochaines communications. Donc là, je propose qu'on refasse un petit test pour partager le lien. Donc, Hanne, je ne sais pas si tu sais essayer maintenant de diffuser la vidéo. Là. Oui, moi je n'ai pas de son, donc je pense qu'on a un même souci, mais voilà, c'est peut-être un souci lié à Zoom et donc qui n'est pas lié à la vidéo. Dans tous les cas, voilà, on va vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Voilà, je regarde Je si... peux peut-être, tu veux que Oui. je fasse un... Parce que je me demande si je n'ai pas... Attends, il faut que je change. Est-ce qu'on m'entend toujours, là? Oui, on entend. Pour la diffuser ou la... Comment? Non, vous allez partager l'écran, mais alors on va arrêter. Voilà. Je n'ai pas partagé le bon écran. En ces démos, j'aimerais vous présenter l'outil. Là, on entend bien, par contre. Voilà. Parfait. Dans la navigation. Mais on ne voit plus. Ah.
D'accord. Oui. Après, vous- Alors, À mon avis, la prochaine tentative, on aura les deux. Voilà, en tout cas, on entendait très bien. Donc, au niveau du son, ben, voilà, ne changez rien. Et donc, vous pouvez essayer de partager l'écran pour avoir les deux. Et donc, si jamais ça ne fonctionne pas, ce sera un problème Zoom et ça ne viendra donc pas de chez vous. donc là, je partage l'écran. Oui. Donc là, on va voir PowerPoint. Oui. Voilà, En ces démos, parfait. Ah, voilà, enfin. Je vais vous guider dans la navigation et vous montrer comment créer, rechercher et modifier un nouveau dossier. Après vous être connecté, vous accéderez à l'écran de démarrage. En haut de la barre de menu, vous trouverez des boutons permettant de revenir à l'écran de démarrage, de rechercher des dossiers et des liens vers des documents tels que le cadre de convention, le guide des produits et le manuel d'utilisation. Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur le bouton « Nouveau dossier ». Il est également possible de faire une simulation, ce qui permet de créer des dossiers tests dans Ready et d'initier au programme les employés temporaires ou les étudiants en stage au programme. Dans ce cas, toutes les fonctionnalités de Ready sont présentées, mais aucune donnée n'est stockée et les données introduites ne sont pas liées à un numéro de registre national. À partir d'un exemple fictif, nous allons créer un dossier de base et calculer un budget mensuel. Catherine est une femme divorcée, célibataire, avec une petite fille Sophie, qui vit avec elle pendant la semaine. Elle travaille à 80% dans le secteur des soins et loue un appartement, 2 chambres à coucher. Lors du remplissage des données personnelles, la première chose à saisir est le numéro de registre national. Pour les bénéficiaires qui n'ont pas de numéro national, vous pouvez cocher « Pas de numéro national » et le dossier peut être complété. Ici, il est très important de vérifier soigneusement qu'il n'y a pas de doublon d'enregistrement pour ce bénéficiaire. Nous enregistrons également le nom et le prénom du bénéficiaire, sa date de naissance et son sexe. Nous passons ensuite à l'écran des revenus. Le revenu mensuel de Catherine est issu d'un emploi. Outre le revenu, vous pouvez saisir le pécule de vacances et le 13e mois et indiquer pour ceux qu'il s'agit de montants annuels. Catherine reçoit également un montant mensuel pour les allocations familiales de sa fille et une pension alimentaire de son ex-partenaire. Dans l'écran Composition de la famille, entrez les informations concernant sa fille, comme son prénom, sa date de naissance, son sexe, son lieu de résidence. Sophie n'a pas de revenus propres et est à l'école primaire. À présent que les revenus ont été saisis, nous pouvons également enregistrer les dépenses. Dans l'onglet « Logement », nous indiquons si le client est locataire ou propriétaire. Catherine loue un appartement sur le marché privé. Étant donné la part importante des frais de logement dans le budget familial, il est obligatoire de saisir le coût réel. Les dépenses de consommation, telles que l'électricité, l'eau, le gaz et autres, peuvent également être saisies. En période de forte fluctuation des tarifs, nous recommandons de saisir le coût réel.
Les autres dépenses, telles que les frais de santé supplémentaires, les assurances, les impôts, les frais de transport et les dépenses familiales, sont saisies dans l'onglet « Dépenses ». Catherine paie 90 € par mois pour la garde de son enfant avant et après l'école et pendant les vacances. Catherine n'a pas de dette et nous ne saisissons donc ni dette ni de plan de remboursement. En cliquant sur l'aperçu, vous obtiendrez une vue des données personnelles de votre bénéficiaire et du revenu total. Après avoir vérifié les données, cliquez sur « Enregistrer ». En créant un nouveau budget mensuel, Redi calcule un solde mensuel à partir des données saisies et des budgets de référence sous-jacents. D'après ce calcul, on voit que Catherine dispose d'un solde positif. Le budget détaillé peut être enregistré au format PDF. Catherine indique maintenant qu'elle a besoin de sa propre voiture pour se déplacer vers son travail et le dossier doit donc être mis à jour. Pour ce faire, nous ouvrons l'aperçu où tous les dossiers saisis sont visibles et ouvrons son dossier. Les frais de voiture se trouvent dans l'onglet « Dépenses ». Nous cliquons donc directement sur cet onglet pour les ajouter. Lorsque vous indiquez qu'une voiture est nécessaire, de nouveaux champs de réponse s'ouvrent. Tous les coûts associés à une voiture peuvent être remplis. Vous pouvez également spécifier la périodicité pour chaque coût séparément. Par exemple, Redi convertira un coût annuel en un coût mensuel et l'inclura dans le budget mensuel. Après avoir enregistré les modifications, un nouveau budget mensuel peut être calculé. Redi conserve un historique des budgets mensuels. Il est ainsi possible de consulter à tout moment une situation passée. Le nouveau budget manuel montre que Catherine a dans le besoin financièrement. Je vous explique plus en détail comment faire face à ce diagnostic négatif et que vous pouvez apprendre de ces chiffres. Voilà, au moins on l'a eu et si le problème se représente l'après-midi, c'est le programme ne supporte pas un deuxième écran. Donc voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. Très bien, merci. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour tout le monde. Voilà, donc on arrive à la fin de cette matinée. Donc je vous rappelle que tout a été enregistré et que tout vous sera diffusé par la suite. Vous retrouverez donc les présentations, les différents liens sur notre site web et dans notre newsletter qui vous sera envoyé. Et je cède la parole à Alexandre pour le mot de la fin. Merci Pauline. Je pense qu'effectivement, nous arrivons tout doucement à la fin de cette session d'information. Alors, c'était une première prise de contact pour beaucoup d'entre vous. Et donc, je l'ai vu, il y a énormément de questions qui sont arrivées. On a essayé de répondre à un maximum de ces questions, mais j'ai vu aussi que certaines des questions, on n'a pas pu y répondre directement. Donc, ce qu'on va faire, évidemment, on va rassembler par catégorie ces questions et en fonction de ces questions, on va, à côté de notre circulaire, développer une série de questions-réponses de manière à ce que l'information puisse être connue et diffusée auprès de tout un chacun.
Deuxièmement, nous travaillons sur une circulaire. La circulaire va vous donner encore plus d'informations que ce que vous avez aujourd'hui reçu. Et comme ça, vous avez l'occasion aussi de bien réfléchir avant de prendre votre décision. On veillera aussi à ce que le modèle de contrat soit mis à votre disposition. Et comme on vous l'a dit au début de la présentation, il y a un site sur lequel vous pouvez également aller chercher toutes les informations. On va de toute manière vous envoyer les PowerPoint, on les mettra en tout cas sur notre site, la petite vidéo aussi, donc vous pourrez la revisualiser. Il y aura des sessions d'information fin février, début mars. Vous aurez 5 possibilités de vous inscrire pour les francophones et 5 possibilités pour les néerlandophones. Et donc, voilà, j'espère que sur cette base-là, vous pourrez disposer de toute l'information nécessaire pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Je voudrais vous remercier pour votre participation. Vous étiez très nombreux aujourd'hui, plus de 220 pour cette session pour les CPS francophones. Je voudrais aussi remercier tous les intervenants qui ont permis cette session d'information et également Pauline Vachaudet qui a animé cette session et le support technique qui a essayé de nous sauver lorsque on a été confronté à quelques petits problèmes techniques. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de matinée et on se retrouvera certainement à d'autres occasions pour encore aborder cette question. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.